Merci beaucoup pour cet exposé qui nous permet de bien faire le lien entre ces questions de dérèglement climatique et érosion des sols et qualité de l'eau. Je vais inviter donc le troisième intervenant, mais juste avant, une petite transition, mais le temps que tu t'installes. Pour se rendre compte un peu de qui est dans la salle, j'attendais que tout le monde soit présent, parce que c'est toujours agréable de pouvoir voir un peu qui est présent. Alors je ne vais pas vous inviter à vous présenter les uns après les autres, ce sera un petit peu long, mais juste vous lever pour qu'on voit un peu, quand je vous interpelle, qui est dans la salle. Alors d'abord je vais demander aux étudiants de se lever, juste pour qu'on voit les étudiants qui sont présents en nombre ce matin. Bravo. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Juste les enseignants-chercheurs maintenant et doctorants, si vous pouvez vous lever. Les enseignants-chercheurs, doctorants, ok, merci. Les associations, les représentants d'associations. Ok, merci. Les chambres consulaires, chambre d'agriculture, chambre des métiers. Ok. Ça fait la transition vers des agriculteurs. Est-ce qu'on a des agriculteurs qui sont présents dans la salle? Ok, super. Qui j'aurais oublié? Les collectivités. Est-ce qu'il y a des représentants de collectivités? Oui. Ok. Les services de l'État, au sens large. Ok. DREAL, DDTM. Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas cités, qui ne se sont pas reconnus? Le Ernest. Mais dans le Ernest, on est enseignant-chercheur, ou on est agriculteur, ou on est retraité. Bah oui, les retraités, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Il y en a d'autres que je n'aurais pas cités? Les particuliers. Tout à fait. Merci madame et merci de votre participation. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour que tout le monde voit un petit peu qui est présent aujourd'hui. Et je laisse la parole donc à Jean-François Auvry qui va nous permettre d'aller dans des solutions de terrain, des mesures anti-érosives aux différentes échelles de territoire. Je te laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je vais repartir des deux exposés précédents de Sébastien et de Chantal, qui ont fait une très belle introduction. Je vais vous faire un très court exposé, comme le disait Chantal aussi, pour parler effectivement des mesures. On pourrait y passer la journée si on voulait, mais on va le faire en 15 minutes. Donc ça va être un survol pour juste donner des petits points et des idées un petit peu comme ça, en m'appuyant sur ce que vient de dire Chantal. Alors, en fait, dans les mesures, il y a plusieurs niveaux de mesures sur le territoire, de l'échelle du mètre carré jusqu'à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et les mesures, on peut les classer de façon assez simple à partir des processus qui sont en jeu. Et comme ça a été dit précédemment, il y a deux processus principaux dans l'arrachement des particules, qui sont les principes. Soit c'est l'impact des gouttes de pluie qui va tomber sur les agrégats et détacher les agrégats et pouvoir les mobiliser. Donc, ce sont des processus où là, l'ensemble de la couche du sol est décapé sur chaque centimètre carré, sur chaque mètre carré. On a bien une perte de productivité à long terme sur la parcelle. Et puis ensuite, si l'excès d'eau se met en mouvement, on a du ruissellement à l'échelle de la parcelle, intraparcellaire, et à l'échelle du bassin versant. Et le ruissellement lui-même est en capacité d'arracher des particules en fonction un petit peu de ses capacités d'incision qui sont liées à sa vitesse d'écoulement, et puis de la résistance du sol à l'arrachement. Donc on a bien deux grands principes en lutte contre l'érosion des terrains et l'arrachement. Sachez aussi que ça, c'est la théorie, mais au sein d'une même parcelle, on peut avoir les deux processus en même temps à l'échelle de chaque mètre carré et qu'il faut effectivement faire quelque chose. Voilà. Donc finalement, les solutions sont assez simples à mettre en œuvre ou à imaginer. Elles existent déjà. Soit on essaye de protéger la surface du sol de l'impact des gouttes de pluie. Vous voyez à quoi ça fait référence. C'est un processus érosif qui est très important quand la pluie est intense sur sol nu. Et dès que la goutte de pluie ne tombe plus sur l'agrégat, il n'y a plus d'arrachement.
Et donc ça, c'est un principe qui a été développé déjà depuis pratiquement une centaine d'années. Ça a beaucoup commencé aux États-Unis. On va revenir un petit peu dessus après. On peut aussi, même s'il pleut sur le sol, essayer de renforcer la résistance des agrégats pour éviter l'éclatement, éviter la formation de particules qui soient susceptibles d'être transportées dans le ruissellement. Et donc là, ce sont des pratiques qui sont plutôt sur l'augmentation de la résistance des agrégats. Ensuite, on peut aussi agir sur le vecteur, parce que même si les agrégats ils impactent sur les gouttes de pluie, s'il n'y a pas de ruissellement, il n'y a pas de problème. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour limiter le ruissellement va aussi avoir un impact très très fort sur ce que Chantal vient de dire, sur les transferts vers l'aval aux différentes échelles, à la parcelle, au groupe de parcelles, au bassin versant et même jusqu'au fleuve. Face aux problématiques d'érosion par le ruissellement, sur toutes les rigoles dans le sens de la pente sur un versant ou dans les fonds de Talveigne, l'idée c'est peut-être de renforcer la résistance du sol à l'arrachement, faire en sorte que l'eau, quand elle coule, ne puisse pas couper, ne puisse pas inciser le sol, ou voire de déconnecter le ruissellement qui sort de l'amont et puis de l'envoyer vers des zones qui sont prévues pour ça, des zones tampons ou des ruisseaux ou des talus, de façon à ce qu'ils ne viennent pas couper les parcelles qui sont en dessous. Donc là, on intervient à des échelles de bassin versant. Donc on a tout un volet de mesures qui sont en jaune, qui relèvent beaucoup des itinéraires techniques, comme le disait Chantal, et puis d'autres mesures qui vont être de la gestion du ruissellement un petit peu inévitable, même en cas de crise. Ici, les crises sont de plus en plus importantes demain, qui relèvent plutôt d'aménagement ou de zones tampons à l'échelle du bassin versant. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, vous avez tous les principes, et après, il n'y a plus qu'à le décliner. Je vais vous montrer quelques exemples pour le décliner par rapport à ça. Chantal insistait aussi tout à l'heure sur le fait qu'on peut avoir de l'érosion dans la parcelle, mais qu'il faut aussi penser aux milieux récepteurs qui sont en aval. Donc c'est le triptyque qu'elle présentait tout à l'heure. Donc il y a aussi un certain nombre de mesures qui ne sont plus des mesures anti-érosives à proprement parler pour garder le potentiel du sol, qui sont des mesures pour essayer de protéger un petit peu le milieu récepteur en aval de ces arrivées de matières en suspension et de sédiments. Et donc là, on n'est plus sur la productivité du potentiel à long terme, on est sur la société et les enjeux liés à la société. Donc, une fois que le ruissellement est en place, transport des matières en suspension, comment on peut limiter l'arrivée des matières en suspension dans les zones un petit peu sensibles en aval, les milieux récepteurs. Et là, c'est tout un ensemble de petites mesures qui sont faites pour soit réinfiltrer une partie des eaux, soit pour ralentir les eaux et provoquer la sédimentation. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt à l'échelle des bordures de parcelles ou à l'échelle du bassin versant. Voilà, donc si je commence très rapidement par les mesures à la parcelle, on le disait tout à l'heure, une des mesures qui est les plus efficaces, notamment dans les territoires où on a des pluies intenses sur des sols nus, ce qui n'est pas forcément le cas du nord de la France et du nord de l'Europe, où on n'a pas les problèmes d'érosion qui sont les plus liés à ça, c'est de couvrir les sols aux périodes à risque. Donc c'est les techniques qui permettent de couvrir les sols pendant les intercultures, pendant toute la culture, avec les semis-directs sous couvert. C'est très efficace pour réduire l'arrachement par les coups de pluie. Très très efficace. Il faut seulement atteindre au moins 60% de couvert végétal, de mort ou vivant, de mulch, de végétation en surface, comme le donnent les tables américaines qui ont été faites depuis très longtemps, pour avoir un effet significatif sur la limitation de l'arrachement et la mise en disposition de particules. Voilà. Donc ça, c'est le premier paramètre. C'est le paramètre le plus important. Et c'est vrai notamment pour tous les territoires qui sont soumis à des pluies intenses, notamment le sud de la France ou le sud de l'Europe. C'est aussi vrai dans le nord de la France ou dans le nord de l'Europe en cas d'orage. Et là, je reviens à ce que disait Chantal. Avec le changement climatique, on est susceptible d'avoir des orages de plus en plus violents dans le nord de la France ou dans le nord de l'Europe. Et ces mesures-là, qui étaient plutôt des mesures du sud, peuvent prendre à l'avenir beaucoup d'importance aussi dans d'autres régions du monde, notamment dans le nord de la France. Voilà. Sachez simplement que sur l'arrachement de particules, l'ensemble des mesures de techniques culturales sans labour, voire de semi-direct, ont des taux d'efficacité qui sont variables. Ne laissons pas croire qu'on gagne à 100% avec ces mesures-là. On a une variabilité qui est liée à l'importance du couvert aux périodes à risque. Moi, j'ai des agriculteurs qui avaient fait des semis de blé sous couvert de mulch, de paille broyée, de colza. Au mois de septembre, au mois d'octobre, c'était bien. Malheureusement pour eux, au mois de décembre, au mois de janvier, le paille de colza, elle a fondu, elle a disparu, elle a été consommée par les vers de terre, elle s'est dégradée, il n'y en a pratiquement plus. On est à 20-25% de couvert. Et ce n'est plus efficace.
Même si au départ l'intention était bonne, même si ça a été un semis sous couvert au départ, le couvert n'a pas duré assez longtemps pour être efficace. On peut avoir ce type de solution. Ensuite, il faut aussi, on peut avoir des problèmes dans certaines rotations culturelles où on a des cultures qui sont très tardives, où on n'a pas forcément le temps d'avoir un couvert, avec derrière des betteraves ou derrière des pommes de terre, des maïs en silage, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a une grande variabilité. Voilà. Mais globalement, on voit quand même que ce sont des pratiques qui réduisent d'un facteur 2 à 10, en moyenne, d'après l'ensemble des publications scientifiques, les taux d'érosion sur ces territoires-là. Il y a les mêmes résultats en viticulture, sur des mesures que l'INRA avait fait avec les chambres d'agriculture du sud de la France, où on voit bien que l'engazonnement de l'interrang de la vigne permet d'avoir un couvert qui limite énormément aussi cet effet d'érosion par splash sur le territoire. Et plus l'enherbement couvre l'interrang, parfois c'est un interrang sur 2, parfois c'est un interrang sur 3, mais quand c'est tous les interrangs, on voit qu'on arrive à diviser par 10 les particules qui sont érosées sur les champs. Donc le couvert, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. On pourrait renforcer aussi la résistance des agrégats à l'arrachement. Notamment, ce qui est connu depuis des années, c'est d'augmenter la teneur en matière organique des agrégats en surface pour mieux résister à l'impact des gouttes de pluie. Certes, c'est vrai. On voit bien sur des graphiques qui avaient été publiés, c'est des graphiques de Stengel des années 80, donc qui datent un petit peu, que selon la texture du sol, on a une amélioration de l'indice d'instabilité structurale. Pour autant, dans les sols les plus battants, les plus sensibles, notamment dans les limons, on voit bien qu'ils sont très très fragiles, mais plus la teneur en matière organique augmente, ils deviennent un peu moins fragiles, mais ils restent quand même fragiles. Attention, ce sont des phénomènes qui sont plutôt à seuil. Alors c'est sûr qu'avec les techniques sans labour, avec les techniques de semi-direct, on arrive à concentrer la teneur en matière organique en surface. Et donc, même si la teneur n'augmente pas, on peut obtenir une meilleure stabilité sur le long terme sur les agrégats de surface. Pour autant, comme le disait Chantal, attention, la matière organique ne suffit pas. Les techniques culturales et les outils que l'on utilise sont plus importants que la teneur en matière organique. Quand on utilise des outils rotatifs en un passage ou deux passages pour faire des semis et qu'on fait de la farine en surface du champ, c'est joli, on fait un très beau semis, une profondeur régulière, on a 100% de levée, mais sauf qu'avec de la farine, on ne fait pas d'agrégat, et on fait des croûtes de battance, et on fait du ruissellement. La teneur en matière organique n'est pas le gage de moins de ruissellement. Il faut des agrégats en surface pour que ces agrégats résistent à la pluie. Alors, ensuite, on peut se dire, bon, effectivement, on a d'autres leviers, et comment limiter le ruissellement pour éviter l'érosion en rigole dans les champs qui sont en dessous ou dans les zones en plus forte pente. Et donc, c'est favoriser l'infiltration sur chaque mètre carré ou favoriser la formation des flaques en surface. Vous voyez, j'ai fait un petit patchwork, je ne rentre pas dans le détail, on verra ça cet après-midi si vous voulez. Mais le cœur du sujet, c'est d'essayer d'avoir des sols qui soient des lits de semences qui soient les plus moteux possibles. Attention à l'affinement excessif, ou alors, comme certaines cultures, comme sur les pommes de terre ici, ou comme on l'a essayé sur les maïs aussi, de recréer des grandes flaques dans l'interrang des pommes de terre ou dans l'interrang du maïs, couvrir les sols, avoir des déchômages en hiver qui soient très moteux, voire recasser les croûtes de battance pour faire face à des orages de printemps dans les cultures de printemps, betteraves, maïs ou rotatives. On peut aussi favoriser la réinfiltration, notamment avec l'agroforesterie, dès lors, vous m'aurez compris, dès lors que les lignes d'arbres sont plantées perpendiculairement à la pente. Sinon, ce n'est pas trop efficace par rapport à nos problématiques aujourd'hui. Mais on reverra ça cet après-midi. J'insiste sur ce fait-là, les pratiques culturales, l'émiettement et l'affinement excessif sont l'ennemi numéro 1, notamment sur tous les sols fragiles de limon. On voit ici 2 mesures qui ont été faites sur des céréales pendant l'hiver par la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime, où plus on émiette à gauche, plus on produit de ruissellement cumulé pendant l'hiver par rapport à un sol moins émietté, etc. On ne supprime pas tout le ruissellement, mais on le limite de pratiquement 50 à 80% sur ce territoire-là. On ne le limite pas, ça veut dire qu'il va y avoir des choses à faire quand même en aval à l'échelle du bassin versant. Dernier point en interne dans la parcelle, quand on a des rigoles qui sont toutes parallèles les unes aux autres dans le champ, on a encore un dernier levier en interne, en intraparcellaire, c'est d'augmenter la résistance du sol à l'arrachement pour faire toutes ces rigoles.
Et notamment, plus on ameublit le sol, et plus l'eau qui passe dessus va avoir facile à découper du sol et à en emmener les agrégats et les particules. Au contraire, un sol qui n'est pas travaillé, l'eau va circuler dessus et une capacité de moins arracher. Donc c'est le jeu de l'augmentation de la force de cisaillement critique qui est multipliée par 2 quand le sol est non travaillé par rapport à un sol travaillé. On le voit ici hein, sur un essai qui vient de nos amis belges, déjà des années 87, où à taux de couvert identique, à pente pratiquement identique, on a des densités apparentes qui sont plus élevées sur le sol qui est le chantier de récolte compacté par rapport au semis de céréales, et vous voyez à gauche le taux d'érosion hein, qui est de 8 tonnes hectares sur un sol labouré et de seulement 3 tonnes hectares sur un sol qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été ameubli. On a un levier à cet endroit-là. C'est pas toujours facile, c'est un levier qu'on peut par exemple utiliser notamment dans les phases d'interculture. Ça ne sert à rien de vouloir déchaumer partout sur le sol. On peut avoir les zones les plus à risque qui restent compactées, qui restent tassées après des céréales ou des choses comme ça. Ensuite, voilà, vous avez compris qu'il y a un pool de mesures assez significatif aujourd'hui qui sont plutôt bien connus pour réduire l'arrachement, réduire le ruissellement. Malheureusement, on a des ruissellements qui sont inévitables. Avec le changement climatique, certainement que ça va arriver. Et donc, cette eau qui sort de la parcelle, elle va aller dans la parcelle du dessous, provoquer de l'érosion, et ainsi de suite à l'échelle du bassin versant. Donc à l'échelle du bassin versant, on a tout un tas de petites mesures anti-érosives pour commencer, ou sédimentaires, qui sont distribuées de façon tout à fait logique sur le chemin de l'eau, depuis la sortie de la parcelle en aval, le coin de la parcelle, le bord du champ, qui ont pour objectif de ralentir les écoulements, de réinfiltrer, de favoriser la sédimentation. La mesure... Là où on a les plus grandes figures d'érosion, comme Sébastien l'a montré tout à l'heure, c'est sur les axes de fond de vallon, sur les axes de Talweg, là où le ruissellement concentré est important, les débits sont élevés et les vitesses d'écoulement sont fortes, la résistance des sols devient plus pénalisante. On a des ravines qui peuvent se développer de façon importante. Hein. Vous avez une ravine du Pays de Caux qui fait 2 mètres de large, 2 mètres de large et 2 mètres de profondeur. C'est le genre de figure d'érosion qu'on a à l'échelle des bassins versants. Et là, il n'y a pas d'autre solution. C'est la mise en place de chenaux enherbés sur les axes de Talweg. Ça marche très, très bien. Rien. À partir du moment où l'herbe arrive à couvrir 100% le sol, que l'herbe est dense, aux périodes où il y a des écoulements, hein, évidemment. Dans le sud de la France, ce sera un petit peu différent. Dans des régions de montagne, ce serait différent aussi. On arrive à supprimer totalement l'érosion. Ça se dimensionne, ça se calcule, mais c'est très efficace. Le seul souci, c'est qu'à partir du moment où on met de l'herbe sur le chemin de l'eau, s'il y a beaucoup d'érosion en amont, l'herbe freine l'écoulement, ça sédimente, le niveau de l'herbe monte, et puis ça passe à côté. Bon, maintenant vous êtes prévenus, vous anticiperez, vous trouvez les solutions par rapport à ça. Ça existe. Voilà. La deuxième mesure aussi, c'est toujours à base d'herbe, c'est de dire, souvent sur les bouchons, sur les tournières ou les fourrières, je ne sais pas comment vous les appelez, c'est la première zone qui reçoit l'écoulement diffus de l'ensemble de la parcelle, et c'est le premier réseau de concentration qu'on peut avoir où apparaissent des rigoles. C'est aussi la première zone qui peut piéger les particules de terre qui ont de l'érosion diffuse sur les versants. Donc la mise en place de bandes enherbées dans le bas des champs est très utile, à la fois pour éviter la formation des rigoles sur les bords de champs et à la fois pour piéger les particules qui sont arrivées. Les taux de sédimentation sont très élevés, de 10 à 90%. Hein, vous allez me dire, la fourchette est large. C'est facile de dire ça. Voilà. Mais en fait, selon qu'on fait une petite bande enherbée de 3 mètres de large ou 30 mètres de large, vous imaginez qu'on n'a pas la même efficacité. Selon qu'on a un orage centenal ou juste une petite pluie annuelle, on n'a pas le même niveau d'efficacité non plus. Voilà. Globalement, on est plutôt entre 80 et 90% de taux de sédimentation. Cela étant, ça dépend aussi beaucoup du ruissellement et des mesures qu'il peut y avoir en amont. Là encore, à partir du moment où il y a de l'érosion qui arrive, il y a des dépôts, il y a de la sédimentation, il y a des bourrelets, et on a tout un problème de court-circuit à éviter par rapport à ça, mais ça se fait bien. J'ai mis dans le bas que, effectivement, derrière ça, vous imaginez que si on fait sur le versant tous les 40 mètres de distance des bandes enherbées et puis qu'on plante des arbres dessus, ça va servir à ça. Et donc derrière, l'agroforesterie, c'est aussi sur ce principe-là qu'elle fonctionne pour limiter le ruissellement et limiter les transferts de particules. Des choses que vous connaissez bien, que vous connaissez certainement mieux que moi, c'est ce que Chantal disait à l'instant, c'est pratiquement le rôle du bocage, le rôle des talus aussi, pour connecter ou déconnecter des ruissellements qui viennent de parcelles de plateaux en amont, de zones de forte pente, où on pourrait avoir des risques de rigoles qui se forment dans le sens de la pente. Donc les fonctions des talus peuvent permettre de ralentir l'écoulement piégé des particules et protéger les zones qui sont en dessous à fort risque d'érosion. Attention, à partir du moment où on commence à jouer à ça
Ça veut dire qu'on va réorienter les écoulements sur des endroits qui ne sont pas forcément naturels et qu'on risque de déplacer l'érosion d'un endroit A à un endroit B. J'arrive aussi. Et puis, dans la suite, un petit peu pour finir, c'est plutôt des objets qui sont là pour retenir les sédiments qui ont été arrachés à l'intérieur des parcelles. Tout ce qui tourne autour des haies, notamment des haies hyper denses. Évidemment, l'eau, elle passe que sur 10, 20, 30 cm à la base. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un effet de peigne et de filtre, avec une forte densité de tiges qui sort de la surface du sol, avec un couvert herbacé devant pour venir faire un filtre, ralentir les eaux, provoquer la sédimentation. Ça peut se faire avec des haies, ça peut se faire avec des fascines. On peut les avoir sur les versants, on peut les avoir perpendiculaires au talveigne. C'est très efficace aussi. Mais sachez que ça retient essentiellement les particules les plus grossières, les sables grossiers, les sables fins, les limons grossiers. Les limons fins, c'est moins efficace, et les argiles, elles passent à travers. Pour faire sédimenter des argiles, il faudrait que la vitesse d'écoulement soit de 1/100 de millimètre seconde. C'est pas possible. Donc ça a des limites, notamment dans la protection de la qualité des eaux pour produire de l'eau potable. Et puis il y a des recherches en cours. Pourquoi pas remplacer les fascines par des haies herbacées? Pourquoi pas aussi sur ces zones tampons, sur les axes de talveigne, en faire un petit peu de production agricole? Vous savez aujourd'hui que l'herbe et l'élevage en France, il y a des régions qui résistent, mais il y a des régions en France où ça diminue. Quand on propose aux agriculteurs de mettre de l'herbe dans les talveignes ou de mettre de l'herbe dans le bas des champs, c'est pas forcément bien reçu. Donc, est-ce qu'on peut avoir une production dessus, produire de la biomasse, par exemple? Et je voulais aussi vous montrer qu'il y a des endroits où il y a de l'érosion, notamment sous forêt, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive au sol. On a des ravines d'érosion sous forêt ou dans les zones de forte pente. Et là, on utilise les techniques de restauration des terrains de montagne, où vous voyez la mise en place de gabions en cascade pour essayer de limiter l'érosion, ce qui coûte relativement cher par rapport à ça. Voilà, donc en bilan, vous voyez que je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais que la panoplie est assez large aujourd'hui. On a pas mal de connaissances pour savoir ce qu'il faut faire, et que les techniques de semi-direct sans labo sont effectivement aujourd'hui très intéressantes pour garder les particules sur chaque mètre carré. Je pense qu'il y aura des discussions autour sur l'avenir de ces techniques-là à partir du moment où il y a certains herbicides totaux qui vont être difficiles à utiliser, qui peuvent remettre en cause l'utilisation de ces pratiques. Et pourtant, sur la conservation des sols, ce sont de bonnes techniques. On vient de le dire, la diminution de l'élevage, la diminution des surfaces en herbe, et donc l'augmentation des surfaces en terre de labour, surfaces potentiellement ruissantes et qui peuvent effectivement poser problème. Et puis pour finir, on pourrait aussi se dire que dans ces zones tampons, qui sont d'intérêt global, comment l'agriculteur, on va lui demander d'avoir des surfaces qui sont non productives, comment la société, comment la collectivité peut aider au développement de ce genre de choses. Mais ça, c'était pour poser des questions. Je vous remercie.